En matière de riposte à la Covid-19, le Togo s'illustre comme le pays ayant le plus vacciné sa population au niveau de la région ouest africaine. L'exigence de plus en plus du pass vaccinal avant d'avoir accès à un certain nombre de cadres de lieux ou même à l'administration ou à certaines institutions prouve à suffisance la place que le gouvernement togolais accorde à la vaccination dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19. Aux dernières nouvelles, le gouvernement togolais a décidé de vacciner les moins de 18 ans, c'est-à-dire les adolescents à partir de 12 ans au niveau des écoles. Et très rapidement, les voix se sont élevées à la fois du côté de la société civile, tout comme du côté de l'Église catholique, pour questionner un peu cette démarche un peu jugée risquée, selon ces voix qui se sont élevées, risquée pour les adolescents. Mesdames et messieurs, l'une de ces voix est justement notre invité du jour. Nous recevons le père Marie-Chanel Afognon, qui est le directeur national des écoles catholiques. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. On ne va pas déroger à la règle, on commence naturellement avec la chronique et ce matin, ce sera avec Georges. Georges, bonjour. Bonjour Roger. Alors, dans la lutte contre la Covid-19, le Togo, tout comme bon nombre de pays en Afrique et même partout dans le monde, ont adopté une batterie de mesures. Effectivement, depuis le premier cas de Covid-19 détecté au Togo en date du 6 mars 2020, ces différentes mesures sanitaires sont entre autres le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le port systématique de masques, le respect de la distanciation physique de moins d'1 mètre. Cependant, depuis le 10 mars 2021, la vaccination est la mesure phare du gouvernement togolais pour venir à bout de cette maladie. Le 7 mars 2020, soit 3 mois après le début de la vaccination contre la Covid en Europe et en Chine, le Togo reçoit ses premières doses de vaccin. Plus de 150 000 doses de vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 expédiées par l'intermédiaire de COVAX, un partenariat entre la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies, l'UNICEF et l'OMS sont arrivés au Togo. Et le Togo fait bon office d'un très bon élève en matière de vaccination. Justement, Roger, selon l'OMS, sur les 2 440 000 de doses de vaccins administrées en Afrique de l'Ouest à la date du 7 janvier 2022, le Togo à lui seul rafle 1 400 000 de doses. Des chiffres qui révèlent que le pays adopte une stratégie de vaccination comme mode préférentiel dans cette lutte pour éradiquer le virus. Notons aussi que, toujours selon l'OMS, 12% de la population togolaise serait vaccinée à ce jour, quand seulement près du tiers des 54 nations africaines ont vacciné 10% de leur population contre le nouveau coronavirus. Au nombre des vaccins reçus par le Togo, on note 276 000 doses de vaccins AstraZeneca par le biais du mécanisme COVAX et de l'Union africaine, 100 620 doses de Pfizer et 151 200 doses de vaccin Johnson Johnson. Après avoir vacciné les plus âgés, c'est désormais les moins de 18 ans qui intéressent le gouvernement togolais. Effectivement, Roger, dans un communiqué rendu public le 12 janvier 2022 par le gouvernement togolais, il est décidé, après avis du conseil scientifique, d'élargir la cible vaccinale aux élèves et apprenants à partir de la classe de 6e et aux personnes âgées de 12 ans et plus sur toute l'étendue du territoire national. Un communiqué qui prend effet, selon le gouvernement, à compter du 14 janvier. Mais cette décision, Roger, est battue en brèche par la société civile, dont le président du mouvement Martin Luther King, le pasteur Edo Komi. Selon lui, je cite, « Les enfants sont encore et moins résistants aux constitutifs de ces vaccins qui ne cessent de poser des réactions nuisibles aux adultes. Et du coup, les enfants doivent être épargnés. Il faut des études sérieuses en Afrique avant d'impliquer les enfants dans cette vaccination. » Fin de citation. Rappelons pour finir que ni le gouvernement ni le conseil scientifique ne se sont prononcés en aucun cas sur les composants et les vaccins qui seront administrés aux enfants. Georges, merci. Merci également à toi. Eh bien, place à présent au débat. Alors, mon invité du jour, vous le connaissez, je l'ai annoncé déjà dans l'introduction, il s'agit du père Marie-Chanel Afognon, qui est un homme d'église, mais également un homme de la société civile qui s'intéresse souvent au débat public. Donc, mon père, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à nos amis téléspectateurs et téléspectatrices. D'accord, je rappelle aux téléspectateurs et téléspectatrices, comme le père rappelle, que vous êtes le directeur national des écoles catholiques du pays. Et à ce sujet, vous avez fait une sortie la dernière fois dans le cadre de la vaccination des enfants. Nous allons revenir là-dessus, mais avant, il y a quand même quelques petites questions de curiosité qui trottent dans mon esprit depuis un moment donné. Peut-être que c'est partagé par un certain nombre de téléspectateurs. Mon père, avant, on avait l'habitude de vous entendre très souvent dans les médias. Vous faisiez beaucoup de sorties. Mais ces derniers temps, votre voix se fait de moins en moins entendre. Est-ce un choix personnel ou bien c'est l'Église qui vous a fait taire un peu? Non, c'est un choix profondément personnel parce que le prêtre n'est pas un activiste, hein. L'activiste a tendance à vouloir occuper les médias. Le prêtre prend la parole quand cela est nécessaire, conformément à un discernement. Donc, mon silence n'est pas une démission, mais plutôt un discernement et un positionnement en fidélité à ce que je suis, prêtre de l'Église catholique. D'accord. Mon père, le Togo est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest, de la sous-région, à plus vacciner sa population. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je crois que d'abord, nous devons dire merci à tous ceux qui sont engagés en termes de riposte contre la pandémie chez nous, en commençant par les autorités les plus compétentes, mais aussi tous ceux qui ont en charge notre santé, depuis les médecins jusqu'au dernier du système, et toute l'équipe technique autour des décideurs. Nous devons leur dire notre gratitude parce que c'est une crise sanitaire complexe et ne pas encourager ceux qui sont en train de se battre serait une erreur. Mais le second élément, c'est quand même une forme de vigilance citoyenne pour que l'on puisse bien situer les priorités par rapport à cette pandémie, pour que ça ne donne pas l'impression que nous voudrions être premiers en ceci, en cela, mais que nous sommes en train de renforcer notre système sanitaire pour aider les citoyens à accéder à plus de santé. Je constate par exemple qu'il y a un engagement très fort contre la pandémie. Mais les autres pathologies, où en sommes-nous? Les plateaux techniques dans nos hôpitaux, tout ce qui est donné comme moyen à ceux qui nous soignent pour atteindre les objectifs liés à la santé pour tous, la question de l'assurance des citoyens, les pauvres qui sont dans le pays, combien d'entre eux ont accès véritablement à des structures sanitaires de qualité. Je me dis l'engagement qui se fait autour de la riposte contre la pandémie doit vraiment nous rappeler que notre système sanitaire est encore en situation de défaillance et qu'il faudrait redoubler d'efforts. C'est pas normal qu'on puisse être engagé autant contre Covid et quand quelqu'un a besoin d'un scanner ou bien de faire un IRM ou certaines interventions en neurochirurgie, il soit obligé de rassembler beaucoup d'argent pour aller dans les cliniques privées ou bien de descendre sur Lomé depuis sur des kilomètres et des kilomètres. Bon, bref, nous disons merci à ce qui se fait, mais aussi la vigilance pour que ce ne soit pas comme une forme de l'arbre qui cache la forêt. Arbre qui cache la forêt. Mon père, au cours de ces derniers temps, dans cette affaire de Covid, il y a un bras de fer qui ne dit pas son nom, qui oppose l'Église, le corps du Christ de façon générale au gouvernement, notamment au ministère de l'administration territoriale et puis les autorités qui sont en charge de la lutte contre la Covid. Souvent, il est question de vacciner les uns les autres au niveau des lieux de culte ou encore d'imposer le pass vaccinal avant d'avoir accès aux lieux de culte. Finalement, où en êtes-vous avec votre bras de fer? Ben, il n'y a pas eu de bras de fer. Je crois que tous les leaders religieux ont cherché à sauvegarder ce que nous appelons en éthique la liberté personnelle et la dignité de la personne humaine. Et l'Église catholique en particulier
se définit comme une experte en humanité. Et chaque fois qu'il y a des pressentiments possibles que la dignité humaine soit d'une manière ou d'une autre touchée, les leaders religieux en général et l'Église catholique en particulier essaient d'être fidèles à son identité et à l'éthique catholique. C'est ce que vous avez observé, ce n'est pas du tout un bras de fer. Mais mon père, en quoi est-ce que le fait de vouloir vacciner les populations va à l'encontre de la dignité humaine, par exemple? C'est ça. En fait, ce que les leaders religieux ont défendu et que l'Église catholique défend également, c'est que nous disons oui à la vaccination. Aucune autorité religieuse dans le pays, et encore moins la conférence des évêques du Togo, n'a eu à dire non à la vaccination. Mais nous disions que on ne peut pas contraindre les citoyens à se vacciner. On ne peut pas les forcer. Et en fait, le débat était à ce niveau. Est-ce qu'on a le droit d'imposer, de contraindre, de forcer quelqu'un à être vacciné? Et nous disons non. Mais est-ce qu'on peut sensibiliser, encourager les gens à être vaccinés? Nous disons oui. Et en fait, c'était ce qui s'est passé. Et vous l'avez observé comme un bras de fer. Les décisions du gouvernement s'exécutent. La preuve, dans nos églises, on a invité les gens à se vacciner. L'archevêque de Lomé a fait une déclaration dans ce sens. Même les déclarations de la conférence des évêques du Togo, les gens n'arrivent pas à lire sans passion ces tests, sinon c'est bien dit, l'invitation est lancée à se faire vacciner. D'accord, mais est-ce que finalement le pass vaccinal est exigé avant de rentrer dans un lieu de culte? Alors, il faut avouer que personnellement, je n'ai pas fait d'études, mais cette décision gouvernementale est en vigueur. Et l'Église est tellement décentralisée, il revient à ceux qui, au quotidien, sont sur les paroisses, les lieux concrets où les fidèles arrivent, de répondre avec plus d'objectivité à cette question. Beaucoup pensent qu'en fait, en réalité, ce n'est pas la vaccination qui protège le peuple togolais, mais c'est plutôt Dieu. En tant qu'homme d'église, vous partagez forcément cela? C'est clair que c'est Dieu qui a donné la vie. Lui seul est capable de nous protéger. Cela dit, le Dieu de Jésus-Christ en qui je crois demande toujours à l'homme de prendre sa responsabilité. Et si nous ne prenons pas nos responsabilités, Dieu ne va pas se substituer à nous. C'est-à-dire, Dieu respecte nos choix, nos libertés et tout, même s'il est tout-puissant, mais c'est lui qui donne la grâce de s'en sortir. Même le travail des savants, des scientifiques, tout ce qui se fait pour qu'on puisse contrecarrer la pandémie, sans la main de Dieu, sans sa présence, ne serait-ce que l'intelligence utilisée pour avancer, ne pourra plus fonctionner. Et donc, c'est d'abord Dieu, mais chacun assume sa responsabilité. Les deux vont ensemble. D'accord. Alors, mon père, je veux rappeler un peu les objectifs tels qu'expliqués par le ministère de la Santé. Quand le gouvernement a décidé de vacciner les enfants, je vais un peu les énumérer très rapidement. Alors, selon le ministère de la Santé, il s'agit en réalité de ralentir la circulation virale, maintenir leur accès à l'éducation en évitant la fermeture des classes dans les établissements scolaires, permettre aux adolescents de retrouver une vie sociale normale, c'est-à-dire les activités, les loisirs, compléter la dynamique de vaccination de la population adulte pour atteindre l'immunité collective. Le professeur Dodi Kokoroko, qui est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique également, et puis de l'artisanat, a signé un courrier le 14 janvier dernier, invitant les responsables des écoles à faire vacciner les enfants de 12 ans et plus. L'une des voix qui se sont levées un peu pour questionner cette démarche vient de l'Église catholique, c'est-à-dire il y a une sortie qui est venue de vous précisément, et je voudrais juste rappeler un extrait de cette sortie. Vous dites, pour qu'un enfant soit vacciné, ses parents ou autres tuteurs doivent donner une autorisation écrite à l'apprenant. Pourquoi est-ce que vous posez une telle condition alors que le gouvernement a décidé de vacciner les enfants? Merci beaucoup. Je salue l'effort des ministres que vous avez évoqués et ils sont vraiment à la tâche et nous leur disons merci pour ce qui se fait. Mais la note de la Direction nationale de l'enseignement catholique
est une note de service en fait. Hein. C'est adressé au directeur diocésain, au chef d'établissement et directeur d'école. Et l'objectif est clair. C'est la mise en œuvre de la décision gouvernementale relayée par le courrier du ministre, professeur Kokoroko, qui est en charge l'enseignement primaire, secondaire, technique et l'artisanat. Donc, c'est une mise en œuvre de ce courrier dans nos établissements catholiques du Togo. Et en parlant de l'autorisation parentale, c'est d'abord pour rassurer les parents. Parce que beaucoup de parents ont dû interpeller des chefs d'établissement qui ont remonté l'information en disant, mais en fait, on est en train d'aller où? On va vacciner nos enfants mineurs sans nous. Qu'est-ce que c'est? Ailleurs, on a demandé l'avis des parents et tout. Est-ce que le chef d'établissement connaît vraiment le statut médical de mon enfant? De quel droit? Et si l'enfant est vacciné à mon insu et qu'il a des réactions, je gère comment? Est-ce que je sais le contenu? C'est-à-dire, il y a eu une forme de protestation qui ne dit pas son nom. Qui viennent des parents d'élèves. Qui viennent des parents d'élèves. Ce qui suppose que le gouvernement n'a pas pris en compte l'avis des parents d'élèves avant cette décision? Non, à mon avis, ils ont dû prendre en compte, mais n'étant pas au lieu de décision, je me dis que le caractère explicite peut-être n'a pas été suffisamment perçu. Nous-mêmes, nous n'avons pas perçu ce caractère parce que les gens pensaient que les agents de vaccination allaient venir dans les établissements et comme c'est une décision, comme ça se faisait aussi par le passé, ça s'est fait par le passé dans nos pays, on met les élèves en rang et puis on leur fait des injections. Mais je crois que c'est pas du tout cela. Et nous avons voulu rassurer les parents en leur disant, nous ne ferons rien sans vous parce que vous nous avez confié les enfants et on ne peut pas agir sans vous. C'est de façon libre que vous avez choisi nos écoles. Vos enfants demeurent vos enfants et nous sommes dans un partenariat pour pouvoir les éduquer. Et autour de ça, nous avons aussi voulu associer la responsabilité des parents dans le processus. Et c'est essentiellement la bonne mise en œuvre de la décision du ministère. Ce n'est pas du tout pour remettre ces décisions en cause. Mais vous posez quand même une condition un peu curieuse. Vous dites, l'agent de vaccination présentera au chef d'établissement devant 2 élèves témoins la date de péremption du vaccin avant son admission. Est-ce à dire que vous doutez un peu des vaccins que le gouvernement fait passer au niveau de la population? Non, loin de là. Le problème n'est pas à ce niveau. La plupart de nos élèves, y compris leurs parents et même certains enseignants, à cause de l'influence de tout ce qu'il y a comme un fox, si on peut ainsi parler, ou des fake news sur les réseaux sociaux, n'ont pas nécessairement la paix du cœur. Il y a des parents qui nous ont dit, mais qu'est-ce qui prouve que ce qu'on va injecter aux enfants a quelque chose à voir avec le coronavirus, par exemple. Donc, d'autres ont estimé, en se fiant aux réseaux sociaux, que des dates de péremption ne tiennent pas dans tel pays. On a dû détruire même des vaccins. Est-ce que chez nous, on aura le courage d'en détruire? C'est pour mettre fin à tout ça et encourager plutôt les élèves entre eux à se dire non, nous-mêmes on a vu, ce qu'on va nous injecter, c'est de qualité. Et c'est aussi pour que le chef d'établissement ne soit pas traité comme quelqu'un qui veut collaborer. On ne sait pas comment ils se sont entendus. Bref, c'est pour asseoir un climat de confiance entre les différents acteurs, parents, élèves, enseignants, pour que le processus puisse réussir. Vous voyez, quand un élève on va écouter des faussetés comme quoi ce qu'on vous injecte est périmé et qu'il sera capable de dire non, notre chef d'établissement a vu et 2 de nos camarades ont vu, laissez ça de côté, ce n'est pas vrai. On a des preuves pour montrer que les fake news, il faut les détruire. Et on ne peut pas arriver à détruire des faussetés sans avoir les preuves.
Et donc, c'est vraiment ça. Est-ce que finalement la vaccination a démarré dans les écoles catholiques après votre note? Dans tous les cas, nous n'avons pas encore des remontées, mais les dispositions qui sont au niveau du ministère et qui s'appliquent de façon décentralisée dans les directions régionales de l'éducation nous concernent. Nous ne sommes pas une structure éducative à part. Nous sommes totalement en collaboration, en partenariat avec les ministères en charge de l'éducation, dont nous ne faisons pas une éducation à part. Du moment où la vaccination commence dans une direction régionale, il faut accepter que cela a commencé chez nous. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui peut avoir des particularités, mais pas la décision. D'accord. Certains pays dans lesquels cette vaccination a été autorisée au niveau des enfants, on a quand même noté que normalement la dose des enfants est un peu différente de la dose de la vaccination des adultes. Est-ce qu'au niveau de l'Église catholique, puisque vous prenez beaucoup de mesures, est-ce que vous avez pensé à cela aussi? Est-ce que c'est finalement les mêmes doses que les adultes prennent, que les enfants aussi vont prendre? Vous avez travaillé sur ce sujet également? Au-delà de la dose, il y a même le type de vaccin. Quel type de vaccin les enfants peuvent prendre? C'est aussi une question. Et vous avez abordé la question de la dose. Là, il s'agit des dispositions techniques. Nous ne sommes pas de la santé, nous ne sommes pas des techniciens. Les deux niveaux qui nous intéressent, c'est que la responsabilité des parents soit clairement affichée et ensuite qu'on puisse rassurer les acteurs qu'ils sont en train de prendre un produit dont la date de péremption est dans les normes. Et nous, ça nous suffit. C'est pour aider même le gouvernement à mieux convaincre les acteurs en notre sein. Et pour ce qui concerne l'autorisation parentale, il y a eu des explications qui ont dit qu'en fait, pour être vacciné, il faut s'inscrire en ligne. Du coup, la preuve de l'inscription en ligne annule ou bien fait l'équivalent de l'autorisation parentale. Et ça nous suffit largement. Cette information, il faut reconnaître qu'on ne l'avait pas. Mais du coup, aujourd'hui, soit c'est l'autorisation parentale qui prend la forme de la preuve de l'inscription de l'enfant en ligne. Il n'y a plus une obligation ou une imposition. Du coup, je crois même qu'on doit taire un peu ce débat où certains médias veulent à tout prix opposer l'Église catholique en particulier aux autorités gouvernementales, sinon les leaders religieux aux autorités gouvernementales. Nous travaillons ensemble pour le bien de nos populations et nous ne pouvons pas nous constituer en opposition Je voudrais juste rappeler quelques chiffres avant votre dernière question, mon père. Alors, à ce jour, les jeunes adolescents, toujours selon le ministère de la Santé, c'est-à-dire de 5 à 14 ans, représenteraient 6,3% de la population et quelque part 0,1% du taux de décès dans cette affaire de Covid-19, 0,1%, tandis que les adolescents de 15 à 24 ans représentent 14,5% des cas et quelque part 0,4% des décès. Donc c'était juste à titre informatif. Mon père, nous avons compris un peu la démarche de l'Église ou bien votre démarche qui consiste à faire un certain nombre de mises en garde, mais avant de vous laisser partir, on va quand même poser cette autre question de curiosité. On va commencer avec la curiosité, on va finir avec la curiosité. Okay. De par le passé, vos prises de position au sein du regroupement de la société civile qu'on appelle les forces vives Espérance pour le Togo, bon nombre vous ont critiqué, on vous a même accusé de diviser l'Église d'une part et quelque part de faire de la politique. Donc la question c'était de savoir est-ce que cette mesure-là qui sort, vous-même vous avez dit tout à l'heure que les médias présentent cela comme étant une opposition au pouvoir politique, est-ce que par hasard cela ne risquait pas de venir encore alimenter ces gens? Je n'ai pas peur d'être accusé en disant le père Affognon est de plein pied en politique. Je n'ai aucune peur parce que l'être humain rend d'abord compte à Dieu, ensuite à sa conscience. Et je crois aussi que le temps permet de savoir véritablement qui est qui et qui fait quoi. Et donc, si je dois prendre la parole
en tant que citoyen et membre de la cité, donc de la société, je la prends en toute liberté, en toute responsabilité. Peu importe ce qui va se dire, l'essentiel c'est que ce que je partage puisse être honnête, puisse être vrai, puisse être un petit apport en tant que citoyen pour le bien de la cité. L'hymne national dit Togolais, viens, bâtissons la cité. L'hymne n'a pas dit Togolais, prêtre-toi, ne viens pas. Et donc, je crois que l'engagement citoyen est une nécessité et chacun doit prendre sa responsabilité. Et ceux qui veulent polémiquer, ils ont aussi le droit de le faire, mais faisons tout dans le respect mutuel. C'est avantageux pour nous tous. Je mets un point final à cet entretien sur cette phrase du père Afonio, mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas rappeler notre slogan que vous connaissez très bien. Vox Africa, c'est la voix d'une Afrique fière. À la prochaine.